Tu te trahis avant même d'ouvrir la bouche. Pas par faiblesse évidente, par énergie. Cette tension discrète qui dit « Ne me quitte pas, réponds-moi, rassure-moi, valide-moi ». Et le pire, c'est que presque personne ne le formule. On le sent. Et dès qu'on le sent, le rapport change. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de force pour te dominer. Ils ont seulement besoin de détecter ton impatience, ton empressement, ta difficulté à rester vide quelques secondes sans remplir le silence avec quelque chose. Une explication, une justification, un sourire de trop, un message de trop, un regard de trop. Et à cet instant précis, ils comprennent une chose. Tu es déjà en train de négocier ta place. C'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que le désespoir social ressemble à la supplication ouverte. À quelqu'un qui court après, qui s'accroche, qui implore. Parfois oui. Mais le plus souvent, c'est beaucoup plus fin. C'est propre, présentable, bien habillé, poli, fonctionnel. Ça ressemble à quelqu'un de gentil, investi, sincère, transparent. En réalité, ça sent la dépendance. Et la dépendance change tout. Parce qu'en société, ce n'est pas seulement ce que tu fais qui te positionne. C'est ce que ton énergie révèle sur ce que tu es prêt à tolérer pour ne pas perdre le lien. Quelqu'un qui ne supporte pas l'ambiguïté devient lisible. Quelqu'un qui veut être aimé trop vite devient maniable. Quelqu'un qui corrige immédiatement chaque malentendu annonce qu'il n'est pas libre. Il dépend de l'image qu'on a de lui. Et celui qui dépend de cette image donne le pouvoir à celui qui la tient. Tu l'as déjà vu. Une conversation simple, et l'un des deux commence à forcer. Il rit trop fort pour être sûr qu'on l'apprécie. Il répond trop vite pour ne pas paraître distant. Il ajoute des détails qu'on n'a pas demandés. Il s'excuse avant même d'avoir offensé qui que ce soit. Il devance le rejet. Il anticipe l'abandon. Il travaille en silence pour mériter une sécurité qui n'existe pas. Et ce travail invisible l'épuise. Le drame, c'est que beaucoup appellent ça de la loyauté, de la sensibilité, de l'intensité. Non, c'est souvent de l'angoisse socialement habillée. Une peur ancienne qui a appris à se déguiser en qualité. Une peur qui dit « si je ne rassure pas, je vais perdre. Si je ne me rends pas agréable, je vais être remplacé. Si je ne prouve pas ma valeur, je deviendrai négligeable. » Alors il donne cette énergie-là, l'énergie de quelqu'un qui veut être retenu. Et cette énergie détruit le respect avant même de menacer l'amour, l'amitié ou l'autorité. Le respect naît rarement autour de la tension, il naît autour de la stabilité. Quelqu'un qui t'observe répondre à tout, rectifier tout, relancer tout, maintenir tout, finit par sentir que tu n'es pas vraiment avec lui. Tu es avec ta peur. Tu n'es pas en train de vivre la relation. Tu es en train de l'empêcher de s'effondrer. Et une personne qui essaie en permanence d'empêcher l'effondrement d'un lien annonce qu'elle pense ne pas survivre à sa perte. C'est une information capitale, parce que dès l'instant où l'autre comprend que tu supportes mal la distance, il n'a plus besoin d'être cohérent. Il peut devenir flou, il peut retarder, il peut tester, il peut retirer de l'attention et voir si tu compenses. Et la plupart compensent. Par réflexe, ils parlent plus, donnent plus, tolèrent plus, pardonnent plus vite, font semblant de ne pas voir. Ils croient préserver le lien. En réalité, ils financent leur propre baisse de valeur perçue. Tu veux sentir si tu donnes cette énergie-là? Observe ce qui se passe dans ton corps quand quelqu'un ralentit, quand une réponse tarde, quand un collègue devient froid, quand un proche change de ton, quand un silence s'installe. Est-ce que tu restes entier, ou est-ce qu'une partie de toi se met immédiatement au travail, à interpréter, à corriger, à réparer, à séduire, à revenir plus doux, plus clair, plus disponible pour récupérer la stabilité perdue? Voilà le signe. Le désespoir social n'est pas seulement un comportement. C'est une incapacité à laisser l'incertitude exister sans te dissoudre dedans. Et cette incapacité se voit partout. Dans ce message relu 8 fois pour être sûr d'être bien pris. Dans cette voix qui monte légèrement quand tu veux plaire. Dans ce besoin d'avoir le dernier mot pour ne pas rester mal compris. Dans cette manière de sourire alors qu'on vient de te manquer de respect. Dans cette tendance à minimiser ce qui t'a blessé pour ne pas faire fuir. Dans cette habitude de rendre ton accès trop facile, trop rapide, trop constant. Tu crois montrer ton cœur. Tu montres surtout tes points d'entrée. Il y a une scène très simple qui révèle tout.
Quelqu'un te parle mal, légèrement, juste assez pour créer un flou. Pas une insulte frontale, une petite remarque, un ton sec, une réduction subtile. Et immédiatement, beaucoup font l'erreur fatale. Ils se défendent en cherchant à rétablir la bonne image d'eux-mêmes. Non mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu m'as mal compris. Je disais ça gentiment. Tout cela semble raisonnable. En réalité, tu acceptes le cadre de l'autre, tu entres dans son tribunal, tu plaides, et celui qui plaide n'est déjà plus en position de force. La première vraie bascule commence ici. Comprendre qu'en société, ce n'est pas toujours le plus vrai qui gagne. C'est souvent le plus stable. Quelqu'un de stable n'a pas besoin de se jeter sur chaque tension pour la dissoudre. Il regarde, il laisse parler, il note, il observe ce que le moment révèle. Il ne se précipite pas pour sauver la perception. Il ne s'offre pas en explication permanente. Il laisse parfois l'inconfort vivre assez longtemps pour que l'autre montre sa vraie structure. Tu veux devenir plus difficile à manipuler? Alors arrête de traiter chaque malaise comme une urgence. Tous les silences ne sont pas un rejet. Tous les retards ne sont pas un abandon. Toutes les ambiguïtés ne sont pas un verdict. Mais si ton système intérieur les vit comme telles, tu vas produire la même énergie, celle de quelqu'un qui a besoin d'être rassuré pour rester puissant. Et dès que tu as besoin d'être rassuré, tu n'es plus libre. Il y a des gens qui n'élèvent jamais la voix, ne courent jamais, ne relancent presque jamais, ne se défendent pas à chaud, ne surexpliquent pas, et pourtant personne ne joue avec eux trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas cette odeur de manque. Ils ne laissent pas entendre que leur valeur dépend de l'adhésion immédiate de l'autre. Leur calme ne vient pas de l'indifférence théâtrale. Il vient d'une vérité plus lourde. Ils savent qu'ils peuvent perdre un lien sans se perdre eux-mêmes. Voilà ce qui change le cadre. Et c'est brutal, parce que la plupart des gens n'ont pas été éduqués à ça. Ils ont été éduqués à être rassurants, disponibles, compréhensibles, faciles à gérer. On leur a appris la gentillesse avant la structure, l'accessibilité avant la souveraineté. On leur a appris à expliquer leur cœur, pas à protéger leur centre. Résultat, dès qu'un test relationnel arrive, il s'ouvre au lieu de se tenir. Mais le monde social lit autre chose. Il lit le dosage, la retenue, la capacité à ne pas te livrer pour obtenir la paix. Le problème n'est pas d'aimer, ni de t'investir, ni d'être généreux. Le problème, c'est quand ton investissement commence à sentir la peur de perdre. À partir de là, ton geste n'est plus un choix, c'est une demande déguisée. Et les demandes déguisées attirent soit les prédateurs, soit les tièdes. Les premiers s'en servent, les seconds s'y habituent. Dans les deux cas, tu t'effaces. Le vrai tournant n'est pas de devenir froid pour jouer un rôle. Le vrai tournant, c'est de retirer de toi cette urgence invisible qui mendie une confirmation. Tant qu'elle est là, tout le reste est cosmétique. Ton style, ta parole, ta posture, tes phrases fortes, ton silence même. Tout sera contaminé par cette vibration. Les gens ne comprennent pas toujours pourquoi, mais ils le sentent. Ils sentent que tu veux quelque chose. Et celui qui veut trop montre toujours sa gorge. Tu peux le voir au travail. Un collègue propose une idée, elle est à peine accueillie. Immédiatement, il se met à l'embellir, à la défendre, à la vendre plus qu'il ne faut. Pas parce que l'idée est meilleure, parce qu'il ne supporte pas la possibilité qu'elle tombe sans lui valider au passage. Un autre, au contraire, pose l'idée et se tait. Il écoute les réactions. Il n'attache pas son identité à l'accueil du moment. Il peut clarifier si nécessaire, mais il ne supplie pas la salle de le reconnaître. Lequel inspire le plus de solidité? Toujours le second, parce qu'il ne cherche pas à récupérer sa valeur dans la bouche des autres. C'est la loi discrète que presque personne n'enseigne. Ce n'est pas ton besoin d'être vu qui te rend visible. C'est ta capacité à rester entier quand tu ne l'es pas immédiatement. Et c'est exactement là que ton pouvoir commence. Tu ne seras jamais vraiment respecté tant que ta présence demandera secrètement à être confirmée. Tant que ton ton, tes gestes, tes explications, tes messages, tes silences eux-mêmes chercheront à arracher une sécurité externe. On peut te trouver sympathique, utilisable, agréable, même touchant. Mais le respect profond, celui qui change la manière dont on te traite, passe souvent ailleurs. Il passe par la sensation que tu n'es pas pressé de convaincre. Il passe par la sensation que tu peux laisser un vide sans t'y jeter.
Il passe par la sensation que ton centre ne négocie pas à chaque friction. Alors regarde bien où tu distribues cette énergie-là. Pas seulement dans les grandes scènes, dans les détails. Les détails décident de la hiérarchie invisible. Une relance de trop, une justification non demandée, une disponibilité trop rapide, une anxiété déguisée en politesse, une transparence qui n'est pas honnêteté, mais peur d'être mal lue. Tout cela te rend plus simple à contenir. Et le pouvoir, lui, n'aime pas ce qui est simple à contenir. Le premier signe, ce n'est pas ce que tu dis, c'est la façon dont tu te précipites pour empêcher quelqu'un de s'éloigner intérieurement. Tu veux retenir son intérêt, sa douceur, sa cohérence, son approbation. Tu le sens glisser d'un millimètre et ton système se met à courir. Pas forcément dehors, dedans. C'est plus discret, mais c'est violent. Le corps parle avant la parole. Il y a une crispation microscopique, une montée de chaleur, un besoin immédiat de faire quelque chose. Répondre, expliquer, plaisanter, envoyer un signe, rétablir. Voilà le désespoir social dans sa forme la plus dangereuse, celle qu'on présente comme de la spontanéité alors qu'elle est une panique disciplinée. Quelqu'un tarde à répondre, et au lieu de laisser le temps faire son travail, tu envoies un deuxième message léger, juste pour ne pas avoir l'air d'attendre. En réalité, tu attends, et l'autre le sent. Quelqu'un devient plus distant dans une réunion, et tu deviens soudain plus productif, plus aimable, plus démonstratif, comme si ton efficacité pouvait acheter la sécurité relationnelle. Quelqu'un semble contrarié, et tu cherches immédiatement ce que tu as pu mal faire, même quand rien n'indique que ça te concerne. Tu vois le schéma? Tu n'habites plus la scène. Tu la répares avant même qu'elle soit cassée. C'est épuisant. Et surtout, c'est lisible. Les gens très lucides n'ont pas besoin de grandes preuves pour sentir qui dépend de quoi. Ils regardent le timing, qui relance vite, qui supporte mal l'attente, qui remplit le vide, qui cherche à récupérer la chaleur perdue, qui répond à une distance par encore plus d'accès. Et ils classent, sans même en parler. Ils savent à qui ils peuvent retirer un peu pour obtenir plus. Ils savent qui tolérera le flou par peur de perdre le lien. Ils savent qui sera prêt à faire des efforts disproportionnés juste pour retrouver un niveau ancien d'attention. C'est dur à entendre, mais tant que tu ne le vois pas, tu restes exposé. Parce que le vrai problème n'est pas le message de trop. Ce n'est pas la disponibilité. Ce n'est même pas l'envie d'être aimé. Le vrai problème, c'est le contrat implicite derrière ces gestes. Je te donne plus que nécessaire parce que je redoute ce qui se passe si je ne le fais pas. À partir de là, tu n'échanges plus, tu compenses. Et celui qui compense envoie un message terrible. Je suis prêt à payer pour maintenir ce que l'autre n'est plus en train d'offrir spontanément. Tu comprends ce que ça change? Le rapport ne repose plus sur une valeur mutuelle, mais sur ton effort à empêcher l'érosion. Et plus tu empêches l'érosion, plus l'autre apprend qu'elle peut avoir lieu sans coût pour lui. C'est comme ça que certains liens deviennent asymétriques, sans scène dramatique, sans rupture officielle, sans trahison claire, juste par micro-apprentissage. Tu t'adaptes à tout, tu absorbes tout, tu excuses tout, tu relances tout, et peu à peu, l'autre cesse de te rencontrer. Il se contente de te recevoir. Le deuxième signe est encore plus trompeur. Tu offres trop de contexte. Quelqu'un te pose une question simple, et tu donnes le décor complet. Pourquoi? Parce qu'une part de toi veut éviter tout malentendu, toute interprétation défavorable, toute zone de flou où tu pourrais être mal jugé. Tu crois être précis. Tu annonces surtout que tu ne supportes pas d'être perçu imparfaitement. Et ça, c'est une dépendance. Les gens puissants ne donnent pas toujours toutes les pièces. Pas par manipulation infantile, par économie stratégique. Ils comprennent qu'une parole trop détaillée peut être une tentative de contrôle déguisé. Contrôle de l'image, contrôle de la réception, contrôle du regard d'autrui. Mais plus tu veux contrôler la manière dont on te lit, plus tu révèles que cette lecture t'atteint au centre. Et celui qui sait que ton centre est atteignable finit toujours par tester. Le test peut être banal, un silence après une confidence, une réaction tiède après un effort, une remarque ambiguë, une absence de gratitude. Et toi, si tu n'es pas structuré, tu tombes dans le piège classique. Au lieu de regarder ce que ce moment t'apprend sur l'autre, tu t'agites pour récupérer l'équilibre émotionnel. Tu veux revenir au confort initial. Tu veux retrouver la fluidité.
Tu veux effacer l'inconfort. Donc tu travailles pour l'obtenir. Mauvais réflexe. Parce que l'inconfort n'est pas toujours un problème. Parfois, c'est un révélateur. Il montre qui respecte ton rythme, qui te laisse de l'espace, qui te teste, qui te pousse à te dévoiler, qui profite de ton besoin d'harmonie. Si tu te précipites à chaque tension, tu perds la meilleure information de la scène, la vraie nature de l'autre sous légère pression. Il y a un autre signe encore plus discret. Tu réponds avec trop d'enthousiasme à des miettes. Un peu d'attention et ton énergie monte trop vite. Un compliment minimal et tu ouvres davantage. Une disponibilité partielle et tu investis comme si une porte rare venait de s'ouvrir. Cela paraît généreux. En vérité, tu annonces la famine intérieure. Tu signales qu'il suffit de peu pour t'activer. Et ce signal modifie ta valeur perçue. La valeur n'est jamais seulement liée à ce que tu es. Elle dépend aussi de la difficulté d'accès à ton centre, de la stabilité de ton attention, de ton rapport au manque. Si tu t'allumes trop vite, tu montres que tu ne filtres pas assez. Et quand tu ne filtres pas assez, on comprend que ta présence n'est pas rare. Elle est disponible, trop disponible. La rareté ne consiste pas à jouer au fantôme, elle consiste à ne pas te distribuer pour calmer une angoisse. Il y a une différence immense entre quelqu'un de discret parce qu'il est rempli et quelqu'un de distant parce qu'il joue une stratégie de surface. Le premier dégage une densité, le second dégage une tension maquillée. Encore une fois, on sent tout. Regarde les scènes familiales. Elles sont pleines de ces mécanismes. Le fils adulte qui continue d'expliquer chaque choix pour obtenir enfin une approbation parentale qui ne viendra jamais sous la forme espérée. La sœur qui garde la paix à tout prix, absorbe les manques de respect, s'excuse de son propre inconfort, parce qu'elle préfère porter l'injustice que risquer la rupture symbolique. Le père qui ne supporte pas que ses enfants prennent de la distance et multiplie les interventions bienveillantes pour rester central. Chacun croit aimer. Souvent, chacun lutte surtout contre son ancienne peur. Être mis dehors émotionnellement. Le désespoir social a presque toujours une racine ancienne. Il ne naît pas dans le message envoyé trop vite. Il naît beaucoup plus tôt. Dans des environnements où l'amour était flou, conditionnel, variable. Là où il fallait sentir l'humeur des autres pour rester en sécurité. Là où un silence pouvait vouloir dire retrait. Là où être agréable était parfois une stratégie de survie. Alors l'adulte reproduit le même mouvement. Il lit trop. Il anticipe trop. Il corrige trop. Il devient expert du climat, mais étranger à sa propre souveraineté. C'est pour ça qu'on ne règle pas ce problème avec quelques techniques de communication. Tu peux apprendre à attendre avant de répondre, à moins relancer, à moins te justifier. Bien. Mais si, à l'intérieur, la même panique reste active, tes gestes nouveaux auront l'odeur de l'effort. Tu paraîtras contrôlé, pas libre, et les gens fins verront encore la faim derrière la posture. Le travail réel commence plus profondément. Accepter qu'être mal compris ne te détruit pas, qu'un retard de réponse ne te retire rien, qu'un regard tiède ne redéfinit pas ta valeur, qu'un lien qui demande que tu t'humilies légèrement pour survivre mérite peut-être de mourir. Là, la structure change. Tu cesses de quémander la continuité. Tu recommences à choisir, et ce choix transforme immédiatement ton énergie. Tu n'es plus dans la prévention compulsive du rejet. Tu redeviens observateur. Tu peux voir qui vient à toi sans être nourri par ton surinvestissement. Tu peux voir qui ne respecte ton existence qu'à condition que tu la rendes facile, douce, accommodante, disponible à tout moment. Tu peux voir qui n'aime pas ta personne, mais le confort que produit ton anxiété. Beaucoup de gens ne perdent pas les autres quand ils changent. Ils perdent seulement leur utilité pour ceux qui profitaient de leur tension. Et cette perte est saine. Parce qu'une partie de ta vie bascule le jour où tu comprends que toute chaleur n'est pas du respect, que toute proximité n'est pas de la considération, que toute fréquence n'est pas de la valeur. Certaines personnes te gardent près d'elles seulement parce que tu rends leur rapport au pouvoir confortable. Tu encaisses, tu expliques, tu reviens, tu lisses les angles, tu réduis tes besoins pour éviter le conflit. Elles appellent ça facilité. En réalité, c'est ta structure qui paie. Le troisième signe, c'est ton rapport à la justification à chaud. On te questionne sur ton ton, ton intention, ton choix, ton absence, ta décision. Et presque immédiatement, tu veux rétablir la paix par le détail. Tu développes, tu nuances, tu démontres ta bonne foi.
Pourquoi? Parce qu'au fond, tu espères que si l'autre comprend assez bien ce que tu voulais dire, il redeviendra doux, juste, favorable. Là encore, tu remets ton centre dans son interprétation. C'est un piège fréquent chez les personnes intelligentes. Elles pensent qu'une explication claire résout un jeu de pouvoir. Pas toujours. Parfois, plus tu expliques, plus tu te places en dessous. Parce que tu montres que tu as besoin que l'autre valide le récit final. Tu lui remets le marteau du juge. Et lui, consciemment ou non, le sent. Imagine une scène simple. Quelqu'un au travail te lance, devant d'autres. On ne peut jamais vraiment compter sur toi au dernier moment. La plupart vont répondre par des faits. Si, la dernière fois j'ai... Ce n'est pas exact parce que tu oublies que c'est humain, mais souvent inefficace. Pourquoi? Parce que la phrase n'était pas seulement informative, elle était positionnelle. Elle cherchait à installer un cadre. Si tu réponds uniquement par défense, tu acceptes d'entrer dans le terrain choisi par l'autre. Parfois, le pouvoir consiste à ralentir, à ne pas offrir tout de suite ta gorge argumentative, à demander calmement « Tu dis ça pour clarifier un point précis ou pour installer une image ?» Tout change. Tu ne te justifies plus. Tu remets la lumière sur la mécanique. Tu ne combats plus la phrase. Tu révèles le mouvement. C'est ça, la lecture sociale. Voir derrière le mot la tentative de placement. Le désespoir social, lui, fait l'inverse. Il prend tout au premier degré parce qu'il veut sortir vite de l'inconfort. Il veut que ça se passe bien. Il veut revenir au terrain neutre. Donc il répond trop vite, trop complètement, trop proprement, et ce « trop » lui coûte sa position. Le quatrième signe est presque invisible. Tu rends ton pardon trop bon marché. Quelqu'un dépasse une limite. Pas de manière spectaculaire. Juste assez pour voir si tu vas avaler. Et tu avales. Tu minimises. Tu comprends trop vite. Tu trouves des excuses avant même que l'autre ait assumé quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi préfère supporter la morsure que risquer l'éloignement. C'est ici que beaucoup se racontent une histoire noble. Je suis mature. Je choisis mes combats. Je ne veux pas de drame. Parfois oui. Souvent non. Souvent, tu t'auto-abandonnes avec élégance. Et les autres l'enregistrent. Ils comprennent qu'il y a peu de coups à franchir légèrement ta frontière. Un être stable n'a pas besoin de violence pour protéger sa dignité. Il a besoin de cohérence. Il ne menace pas. Il ne punit pas théâtralement. Il modifie simplement l'accès, le ton, le niveau de disponibilité, la place accordée. Il ne fait pas de scène, il reconfigure. C'est beaucoup plus fort, parce que cela montre que ton système n'est pas gouverné par le besoin de garder tout le monde près de lui. Il y a une phrase intérieure qui détruit des années de respect. Ce n'est pas si grave tant que le lien reste là. Si, c'est grave. Parce qu'à force de préserver le lien contre toi-même, tu enseignes aux autres que ton seuil est flexible, tant qu'on ne te perd pas complètement. Et à partir de là, tout devient négociable. Ton temps, ta clarté, ton espace, ton repos, ton image, ta dignité subtile. Le désespoir social ne se voit pas seulement dans la poursuite. Il se voit aussi dans la tolérance excessive, dans le fait de rester accessible après une offense légère mais révélatrice, dans le fait de répondre avec chaleur à quelqu'un qui t'a parlé avec condescendance la veille, dans le fait de continuer à donner le même niveau de présence à quelqu'un qui n'entretient le lien que quand ça l'arrange, dans le fait de croire que mettre des limites va gâcher l'ambiance. Tu veux savoir si tu donnes cette énergie-là? Pose-toi une question brutale. Combien de fois as-tu préféré être accepté plutôt que respecté? Pas en théorie. En pratique, dans les réunions, dans les messages, dans les dîners, dans les relations, dans la famille, dans l'amour. Combien de fois as-tu choisi la fluidité immédiate contre ta structure profonde? Combien de fois as-tu laissé passer un détail pour ne pas avoir à supporter le froid momentané qui suit une vraie limite? Voilà où tout se joue. Parce qu'une limite n'est pas seulement un refus adressé à l'autre. C'est une preuve adressée à ton propre système. Je peux survivre à la tension sans me trahir. C'est tant que tu n'as pas cette preuve, tu restes dépendant du climat. C'est pour cela que certaines personnes n'ont même pas besoin de t'attaquer frontalement. Elles créent juste une petite variation émotionnelle et regardent si tu te réorganises autour d'elles. Si oui, elles savent déjà tout. Elles savent que ta stabilité est conditionnelle. Elles savent que ton calme dépend de leur constance. Elles savent que tu risques de travailler pour récupérer ce qu'elles retirent.
Et à partir de là, elles ont un levier. Pas parce qu'elles sont puissantes, parce que tu as donné le mécanisme. Le vrai changement commence quand tu arrêtes de traiter chaque relation comme un examen de ta valeur. Quand tu laisses les gens montrer qui ils sont sans intervenir immédiatement pour sauver l'image, le confort ou le rythme. Quand tu comprends qu'une réaction trop rapide peut parfois coûter plus cher qu'un silence bien tenu. Quand tu décides que ton accès n'est plus automatique, que ta chaleur n'est plus une réponse à la peur, que ta disponibilité n'est plus une preuve d'amour, mais un choix. Le pouvoir silencieux ne naît pas d'un personnage froid. Il naît d'une architecture intérieure qui ne s'effondre pas au moindre décalage. Tu peux être chaleureux, loyal, présent, même tendre, mais rien de cela ne doit venir d'une crainte de perdre. Sinon, ce n'est plus une qualité, c'est un signal de dépendance. Et la dépendance attire les scénarios où tu donnes plus pour recevoir moins. Il y a un moment très précis où tout change. Ce n'est pas spectaculaire. Tu ne fais pas un grand discours. Tu ne deviens pas brutal. Tu ne joues pas l'indifférent. Tu cesses simplement de te précipiter pour rétablir ce qui vacille. Tu laisses l'autre porter sa part d'ambiguïté. Tu laisses un silence exister sans le remplir. Tu laisses une distance parler sans la racheter par encore plus de présence. Et soudain, tu vois. Tu vois qui vient quand tu ne tires plus le lien à toi. Tu vois qui respecte ton tempo. Tu vois qui ne sait exister avec toi que si tu facilites tout. Tu vois qui s'irrite dès que tu redeviens opaque. Tu vois qui ne voulait pas te connaître mais seulement te lire facilement. Cette vision est inconfortable, mais elle te libère. Parce qu'avant ça, tu vivais dans une confusion terrible. Tu croyais que ta surdisponibilité créait la proximité. En réalité, elle masquait la vérité. Elle empêchait les rapports de se révéler à leur niveau réel. Tu compensais tellement que tu ne voyais plus ce qui tenait debout tout seul. C'est là qu'apparaît la dernière couche du problème. L'identité. Certains ne savent même plus qui ils sont sans cette énergie-là. Ils se sentent fades s'ils ne relancent pas, durs s'ils ne s'expliquent pas, coupables s'ils ne lisent pas l'attention, froids s'ils n'offrent pas un accès immédiat. Toute leur personnalité s'est construite autour de la prévention du rejet. Alors, quand ils commencent à retirer cette urgence, ils ont l'impression de perdre leur cœur. En vérité, ils perdent seulement leur ancien réflexe de survie. Ce passage est délicat, parce qu'il faut supporter d'être temporairement moins compris, moins applaudi, moins facilement consommable. Il faut tolérer que certains te trouvent changé, que d'autres te trouvent plus distant, que quelques-uns se vexent de ne plus pouvoir te piloter par micro-variations affectives. C'est normal. Quand tu retires un levier à quelqu'un, il appelle ça un problème. Quand tu retires une habitude à ton propre système, il appelle ça un danger. Mais ce n'est ni un problème, ni un danger. C'est une reprise de souveraineté. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. Ne plus donner cette énergie-là ne veut pas dire devenir fermé à tout. Cela veut dire que ta présence cesse d'être un outil de mendicité affective. Tu peux toujours aimer, proposer, inviter, donner, clarifier, pardonner, mais depuis un axe différent. Non plus pour calmer la peur, mais parce que tu l'as choisi. Non plus pour retenir, mais pour exprimer. Non plus pour obtenir une garantie, mais parce que ton centre est déjà là. L'autre le sent immédiatement. Quand ton calme ne cherche plus à être récompensé, il devient lourd. Quand ton silence ne sert plus à manipuler, il devient crédible. Quand ta distance n'est plus punitive, elle devient lisible. Quand ton intérêt n'est plus affamé, il devient précieux. C'est là que le respect change de texture. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes limites si ton système montre qu'il ne sacrifiera plus sa structure pour être gardé. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens de te traiter correctement si chaque micro-comportement dit que l'accès à toi a un coût invisible, la cohérence, la réciprocité, la clarté, le respect minimal. Ce coût calme les jeux. Pourquoi certaines personnes sont peu testées? Pas parce qu'elles sont menaçantes, parce qu'on sent qu'on n'obtiendra pas d'elles ce bonus caché que beaucoup offrent, la possibilité de mal agir sans conséquences structurelles. Chez elles, le moindre glissement change quelque chose. Pas en drame, en architecture. Et cela suffit. Tu veux devenir plus solide? Arrête d'être aussi facile à rassurer et aussi facile à inquiéter. Les deux parlent trop, les deux rendent prévisibles.
Les deux exposent ton centre à des mains qui n'ont rien prouvé. Garde de la profondeur, garde de la lenteur, garde de l'opacité. Pas comme un masque, comme une hygiène. Parce qu'une âme qui se livre trop vite cesse d'être lue avec soin. Rappelle-toi aussi ceci. Beaucoup ne te respectent pas moins parce que tu es sensible. Ils te respectent moins quand ta sensibilité dirige tes gestes sans passer par la maîtrise. Une émotion n'est pas une faiblesse. Une émotion non tenue, transformée en comportement de compensation, devient un mode d'emploi. Et les autres lisent les modes d'emploi avec une rapidité inquiétante. Alors cesse de fournir le tien. Le monde social est plein de mains douces et de regards évaluateurs. Plein de gens qui te sourient, tout en mesurant jusqu'où ils peuvent te déplacer, avec un peu de distance, un peu de chaleur, un peu de retrait. Ce n'est pas paranoïaque de le voir. C'est adulte. La lucidité n'est pas de la méfiance excessive. C'est le refus de vivre nu parmi des gens qui ont appris à lire les coutures. Ta vraie puissance ne viendra pas d'une meilleure phrase, ni d'une technique d'influence, ni d'un visage plus froid. Elle viendra du jour où tu ne chercheras plus à faire disparaître immédiatement l'inconfort relationnel. Du jour où tu laisseras les gens être flous sans devenir toi-même frénétique. Du jour où tu comprendras qu'un lien qui demande ton agitation pour survivre est déjà en train de t'utiliser. Là, tu changes d'espèce. Tu sors du rôle de celui qui maintient tout. Tu entres dans le rôle de celui qui observe ce qui tient. Tu ne poursuis plus la stabilité. Tu la deviens. Cesse d'envoyer cette énergie-là. Celle qui veut être retenue. Celle qui veut être rassurée. Celle qui se précipite pour sauver l'accès, l'image, le lien. Garde ton centre. Laisse parler les silences. Et regarde qui reste cohérent quand tu ne facilites plus leur pouvoir sur toi. C'est là que commence le vrai respect.